Alors bonjour à tous, je vais brièvement introduire le webinaire Flash avant de laisser la parole aux deux intervenants d'aujourd'hui. Donc c'est un webinaire organisé par l'IFV en partenariat avec l'interprofession des vins de France, l'ANI Vins de France, et qui porte aujourd'hui sur la fertilisation azotée, choisir ses engrais pour répondre aux objectifs de production d'une parcelle VIE. Donc VIE, c'est les vignobles innovants éco-responsables. Donc c'est un modèle de production axé sur la taille rase mécanique, les hauts rendements et sur lequel il y a des travaux donc sur des sites pilotes et dans des sites un petit peu partout en France pour récupérer des données techniques, économiques et produire des ressources et de l'information sur ce mode de production. Emma, clique. Alors, je fais juste le point sur les deux intervenants. Donc, il y aura Jean-Yves Cahurel et Laure Gontier. Ils sont tous les deux animateurs de l'enjeu transversal sur la qualité des sols viticoles à l'IFV. Jean-Yves va parler majoritairement de la nutrition et de la fertilisation de la vigne avec les cycles du carbone et de l'azote. Et Laure fera la suite des diapositives sur le fonctionnement du sol, sa biologie appliquée au cycle des éléments nutritifs. Donc les deux présentations vont durer en tout environ 30 minutes et il y aura ensuite un temps de questions-réponses à la fin, un quart d'heure. Donc n'hésitez pas à écrire vos questions. Vous avez en haut à droite de la fenêtre une petite case, une petite bulle avec un point d'interrogation. Donc vous pouvez les rédiger et on les lira et on y répondra en deuxième partie du webinaire. Bon, ben, je laisse la main à Jean-Yves Cahurel. Et bonjour. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter les besoins de la vigne en éléments minéraux là que vous voyez sur cette diapo. Donc je vous ai mis tous les éléments principaux au début, et puis il y a les oligo-éléments qui sont donc les éléments dont les besoins sont inférieurs à 1 kg par hectare et par an. Ce qu'on peut voir déjà, c'est que les niveaux de besoins sont relativement faibles par rapport notamment aux grandes cultures. Par contre, ils sont très variables. Vous voyez que ça peut varier du simple au double, ce qui peut s'expliquer par les besoins de la vigne en fonction de sa vigueur et de l'objectif de rendement notamment. Donc, clic. Et vous voyez que pour l'azote, donc la quantité est quand même assez importante. Elle fait partie l'azote fait partie des trois éléments principaux avec le potassium et le calcium au niveau de la vigne. Donc, clic pour cette azote. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 30% de ces besoins qui vont être exportés dans la vendange, clic, donc à peu près un tiers, et que les boîtes taille représentent relativement peu. Le reste donc est restitué, les feuilles et les boîtes taille. Vous voyez que les boîtes taille, je vous ai mis tous les éléments, mais au niveau azote, c'est à peu près 3,6 kg d'azote par tonne de matière fraîche. Bon, en vigne, on est en moyenne à peu près autour des 2 tonnes, donc ça fait au maximum 7 kilos, ce qui est relativement faible. Bon, c'est une petite contribution, mais qui est pas très importante. Clic. Ce qui est important aussi à connaître, c'est le rythme d'absorption de la vigne au cours de son développement. Donc vous avez ici un petit schéma qui vous représente cela. Donc vous avez le cycle de la vigne en abscisse, et puis donc l'absorption de l'azote qui est schématisée en ordonnée. Bon, l'échelle n'est pas tout à fait bonne, mais on a volontairement grossi les pics les plus importants. Ce qu'on peut noter, c'est que vous voyez qu'au débourrement, la vigne n'absorbe pas d'azote. En fait, au débourrement, elle va mobiliser ses réserves pour faire pousser les rameaux, avec pour objectif de photosynthétiser, donc d'avoir de l'énergie, puisque en fait, à la fois pour émettre ses racines et ses radicelles, ses poils absorbants, et puis également pour absorber l'azote, mais les éléments minéraux en général, elle a besoin d'énergie. L'absorption des éléments minéraux est une absorption qui est active, donc qui demande de l'énergie. Donc dans un premier temps, elle émet ses rameaux pour faire de la photosynthèse. Et à partir, vous voyez, du stade 4-5 feuilles, c'est à partir de ce moment-là où les premiers rameaux commencent à exporter les produits de la photosynthèse, donc à fournir de l'énergie à la vigne. Elle commence à absorber, sachant que le pic principal se situe à peu près au niveau de la floraison au stade petit point. C'est vraiment le pic principal. C'est là que les besoins en azote sont aussi très importants pour la vigne. Le développement est important à la fois au niveau végétatif, mais il y a également toute la partie floraison qui n'est pas négligeable. Donc ça, c'est le premier pic, donc qui correspond à la clique à la croissance végétative. Ensuite, donc ça redescend. On a un nouveau pic qui se situe au niveau de la véraison. Clic. Donc là, cet azote absorbé à ce moment-là va permettre d'aller dans les baies, de s'accumuler dans les baies, notamment en partie. Donc ensuite, ça rediminue et vous voyez qu'après récolte, on a un troisième pic qui est moins important,
qui va servir surtout pour la mise en réserve, hein, de l'azote au niveau donc des parties pérennes, troncs, bras et puis racines. Également, je vous ai mis la chute des feuilles, parce qu'au moment de la chute des feuilles, donc juste un petit peu avant, il y a une petite partie de l'azote des feuilles qui va retourner dans les réserves avant qu'elles ne tombent. Donc ce schéma, il est hyper important aussi par rapport, on en reparlera après, sur le positionnement aussi des engrais, parce qu'il va falloir du coup que l'azote soit absorbable par la vigne au moment des pics, hein, notamment le premier pic qui est le plus important, qui se situe vers floraison petit pois. Clic. Bon, mais merci Jean-Yves pour ces premiers éléments. Je vais prendre la suite de la présentation. Une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que fertiliser, c'est juste nourrir la vigne? Alors fertiliser, en fait, ce n'est pas simplement nourrir la vigne. C'est un concept qu'on a pu avoir il y a quelques dizaines d'années, où on amenait, en fait, dans le sens où on amenait des engrais minéraux en considérant que le sol était un support inerte. Or, le sol n'est pas un simple support pour la vigne. Le sol fonctionne et il est vivant. Et ce patrimoine biologique qui est constitué d'une grande diversité d'organismes vivants dans le sol assure plusieurs fonctions biologiques, telles que la minéralisation de la matière organique, le maintien de la stabilité structurelle du sol, la dépollution et la régulation des pathogènes. Et ces fonctions biologiques, en fait, elles sont plus ou moins directement liées à des fonctions des écosystèmes et à des fonctions agronomiques, dont la nutrition de la plante. Alors, on va faire un petit focus sur la minéralisation de la matière organique, qui est une fonction directement en lien avec la nutrition de la vigne. Mais le fait que la biodiversité du sol intervienne aussi sur les aspects de structure du sol va intervenir indirectement sur la nutrition de la plante via le fait de favoriser l'enracinement de la vigne et le fait de favoriser la circulation de l'eau. Alors, comment ça fonctionne en fait ces interactions sol-plante? Clic. Voilà, donc si on fait un petit focus sur cette fonction de minéralisation de la matière organique, la matière organique, en fait, c'est une réserve de nutriments pour les plantes dans les sols. Je pense que vous êtes tous au courant. Et en fait, cette matière organique, elle est intéressante. Il suffit pas qu'elle soit juste stockée là de manière stable. En fait, elle est intéressante si elle est décomposée. Et donc, en fait, la dégradation, minéralisation de la matière organique, elle va se faire sous l'action de l'ensemble des organismes du sol, à travers différentes étapes qui vont conduire en fait à la biotransformation et dégradation de la matière organique qui va être recyclée sous forme d'éléments nutritifs pour les plantes. Donc au niveau des principales étapes, on va avoir une première étape en fait de transformation physique de la matière organique et de fragmentation. Donc là en fait, on va parler à la fois de la matière organique qui est déjà présente dans le sol, mais aussi, et c'est là où ça interagit en fait avec les pratiques qu'on peut avoir, de la matière organique qu'on peut apporter, telles que les amendements organiques ou les résidus de couverts végétaux. Donc on va avoir une première étape de transformation physique, donc de fragmentation de cette matière organique grossière en matière organique plus particulière en fait, sous l'action de la faune du sol, de la faune invertébrée du sol et notamment des insectes, des microarthropodes et des vers de terre. Cette fragmentation physique en fait, elle va être couplée à une étape d'enfouissement où la matière organique elle va être aussi un petit peu enfouie, emportée en profondeur. Et là, en fait, elle va subir une catabolyse enzymatique, c'est-à-dire une attaque chimique par des enzymes qui sont sécrétées par des micro-organismes décomposeurs qui sont présents dans le sol environnement. Et donc, cette étape-là, elle va permettre de transformer la matière organique particulière en molécules plus petites et notamment des ions nutritifs qui pourront être directement assimilables par les micro-organismes et par les plantes. Et c'est notamment le cas de l'azote organique qu'on va pouvoir retrouver sous forme minérale et donc sous forme nitrique et ammoniacale dans le sol et donc sous une forme assimilable par les plantes dans la vigne. Tu peux cliquer, Emma. Voilà. Donc, comme vous l'avez vu, en fait, tous les organismes vivants du sol sont impliqués dans ces transformations, mais je vais faire un petit focus sur le rôle un peu plus particulier des micro-organismes. Donc, si on commence
par s'intéresser aux champignons. En fait, dans le sol, on va avoir des champignons libres qui là vont avoir un rôle dans la minéralisation de la matière organique, et notamment ils vont permettre de rendre sous forme assimilable l'azote, mais aussi le phosphore et le soufre. Tu peux cliquer. On va aussi, bon, il y a un petit problème de diaporama, mais je vais continuer. Voilà, on va aussi trouver des champignons mycorhiziens dans le sol, donc on en entend de plus en plus parler. Donc ce sont des champignons qui sont en symbiose avec la vigne et qui sont intéressants en fait parce qu'ils vont permettre d'aller chercher certains éléments, et notamment le phosphore, sous des formes auxquelles la vigne n'a pas accès. Et notamment, ils sont intéressants vis-à-vis du phosphore, car le phosphore est un élément qui est peu mobile dans le sol, et le mycélium des champignons mycorhiziens, en fait, est plus fin que les poils absorbants ou que les racines de vigne, et il va pouvoir aller explorer des zones du sol qui ne seront pas explorées par les racines de vigne. Alors là, en fait, on est dans le cadre d'une symbiose. En échange de cette fourniture en phosphore, notamment, la vigne va fournir aux champignons du carbone qui sera issu de sa photosynthèse. Donc tout ça, ça a un coût énergétique. Donc en fait, cette symbiose, elle ne se mettra en place que si la vigne a un intérêt. Il y a un intérêt, et notamment, elle peut cesser ou ralentir. Et ça peut être le cas dans des sols qui sont naturellement riches en phosphore. Alors, dans les micro-organismes, on a les champignons, mais on a aussi les bactéries qui sont elles aussi impliquées en fait dans la minéralisation de la matière organique, et donc dans la transformation d'éléments organiques en éléments minéraux, donc assimilables par la vigne. Et on va avoir d'une part des bactéries libres, clic. Et dans ces bactéries donc non symbiotiques, libres, on va pouvoir en retrouver certaines qui sont aptes à capter l'azote de l'air, tout comme des bactéries symbiotiques. Et elles ont aussi la capacité de rendre assimilables certains éléments tels que le phosphore ou le fer sous des formes qui sont assimilables pour la vie. Et ensuite, on va retrouver les bactéries symbiotiques qui là vont être symbiotiques non pas de la vigne, comme les champignons mycorhiziens, mais plutôt de couverts végétaux, et notamment des couverts végétaux qui sont à base de légumineuses. Et là, on va retrouver une symbiose entre la légumineuse et les bactéries symbiotiques qui sont capables en fait de fixer l'azote atmosphérique, donc l'azote de l'air, et de le rendre assimilable pour ces légumineuses. Et en fait, cet azote en fait être mis à disposition de la vigne si les couverts à base de légumineuses sont détruits. À ce moment-là, on a une matière organique qui sera plus riche en azote, et qui permettra de libérer de l'azote dans le sol. Donc là, tu peux cliquer. Voilà, donc c'était pour vous faire un petit topo rapide, on va dire, sur le fonctionnement du sol et son lien avec la nutrition des plantes, et notamment de la vigne. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les matières organiques, en fait, c'est une réserve de nutriments pour la plante, et de ce fait, on a une grande quantité d'azote dans le sol qui est stocké dans ces matières organiques, donc ça représente plusieurs tonnes d'azote par hectare, mais donc stocké sous forme organique, et qui va être libéré sous l'action de la faune et des micro-organismes du sol. Donc après, un des enjeux, c'est de voir quelle est la dynamique de libération de cet azote dans le sol sous forme minérale. Et donc là, on est soumis en fait aux conditions de température et d'humidité du sol. Et ce que je vous ai représenté sur le graphe ci-dessous, en fait, c'est un exemple de libération d'azote par le sol, donc c'est-à-dire un exemple de dynamique de transformation de l'azote organique en azote minéral sous l'action de la faune du sol, avec une courbe qu'on a qualifiée de normale, on va dire. Donc c'est la courbe qui est rouge, et qui correspond à ce qu'on pouvait observer de manière un peu systématique sur des millésimes d'avant les années 2000, où là finalement on savait qu'avec des conditions météo qui étaient relativement stables, on avait à peu près un pic de libération, enfin 2 pics de libération de l'azote minéral qui correspondaient plus ou moins au
pics de besoins de la vigne tels que vous les a présentés Jean-Yves. Et aujourd'hui, en fait, un des défis auxquels on fait face avec le changement climatique, et c'est illustré en fait par la courbe bleue qui représente la libération d'azote par le sol, donc sur un sol sableux en climat semi-continental, pour le millésime 2011 où on avait, si vous vous rappelez, un printemps qui était chaud et sec, et où là, on voit que ça modifie en fait les pics de libération de l'azote. Voilà, donc ça rend la fertilisation, la fertilisation azotée plus difficile à piloter. Cependant, en fait, là tu peux cliquer Emma. Si on fait abstraction de cette dynamique, on peut quand même avoir une approche globale de la fourniture par le sol qui sera à déduire de la fertilisation à mener en prenant en compte le stock d'azote du sol et le K2. Donc le K2, c'est le taux annuel de minéralisation qui dépend de chaque sol et notamment de sa teneur en matière organique, de sa texture et de son pH, mais aussi du climat et notamment de la température moyenne. Donc ça me permet de faire la transition en fait avec les outils pour piloter la fertilisation. Et donc tu peux cliquer Emma. Donc voilà, et donc un des premiers outils de diagnostic pour piloter sa fertilisation azotée, c'est l'analyse de sol. Et là, je vous ai fait un petit focus justement sur cette estimation de la fourniture potentielle de l'azote par le sol en reprenant ce que je viens de vous présenter, où on a un exemple avec différents types de sols qui ont tous, donc si vous prenez la ligne azote du sol, des teneurs en azote du sol différentes. Et donc cette teneur en azote du sol, couplée à la profondeur de sol exploitée par les racines et à la masse volumique, ou autrement appelée densité apparente du sol, ça nous permet de calculer en fait un stock d'azote dans le sol, qui est déjà variable, vous voyez, selon le type de sol, donc selon sa teneur en azote, mais aussi selon sa structure en fait, qui va jouer sur la densité apparente et sur la profondeur de sol exploitée. Et en fait, à ce stock d'azote du sol, on va appliquer le taux annuel de minéralisation, le K2 du sol. Donc en fait, ce K2, c'est une estimation qui est faite à partir de fonctions qu'on appelle de pédotransfert, enfin qui du coup ça prend en compte certaines caractéristiques du sol. Ça reste une estimation grossière, mais ça permet d'avoir une évaluation globale de la fourniture d'azote par le sol. Et donc, quand on multiplie en fait le stock d'azote par ce K2, on a une idée de la quantité totale d'azote qui peut être libérée à l'échelle d'une campagne viticole par le sol. Donc là, on voit que ça varie d'une trentaine d'unités à 70 unités. Donc, c'est non négligeable à prendre en compte dans le calcul de ce qui reste à apporter. Voilà, donc je vais repasser la parole à Jean-Yves qui va vous développer les autres outils de diagnostic qu'on peut mobiliser. Merci Laure. Clic. Donc, autre outil de diagnostic. Je peux recliquer. Merci. Autre outil diagnostic, c'est tout ce qui va concerner les analyses du végétal. Tu peux cliquer. Merci. Analyse du végétal, donc en premier lieu, c'est l'analyse d'organes, notamment donc limbes, pétioles ou feuilles. Dans le cas de l'azote, c'est vrai que le plus intéressant, le plus pertinent en tout cas, c'est l'analyse de limbes, début véraison, qui donne des bons résultats. Par contre, avec des variations un petit peu en fonction des cépages, également interannuellement. Donc il est plutôt intéressant en comparatif, mais pas trop en valeur absolue. Clic. Deuxième outil, toujours concernant le végétal, c'est tout ce qui est capteur optique, notamment voilà, le N-Tester, le Dualex. Vous avez une photo là du N-Tester par exemple. Le principe en fait, c'est de mesurer la couleur verte au niveau du feuillage qui est relié avec la chlorophylle, qui est elle-même reliée avec le statut azoté de la vigne. Donc l'avantage de ces capteurs, c'est qu'ils sont non destructifs par rapport à l'analyse d'organes, il faut faire un prélèvement. Et puis également, la réponse est immédiate, contrairement là aussi à l'analyse d'organes où il faut passer par le laboratoire. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il peut y avoir des interférences avec d'autres facteurs. Donc en premier lieu, le cépage, c'est-à-dire que les cépages n'ont pas tous la même couleur verte, il y en a qui sont plus ou moins verts. Donc c'est vrai qu'on n'a pas actuellement vraiment de calibration en fonction des cépages. Puis également tout ce qui est maladie ou carence type chlorose ou cournouée qui vont faire jaunir le feuillage, qui peuvent aussi intervenir et interférer par rapport à cette mesure, avec également des variabilités interannuelles. Le troisième outil,
c'est l'analyse de mou, hein, notamment donc l'analyse de la teneur en azote assimilable. Donc en général, on considère qu'entre au-dessus de 120, 160 mg par litre, voilà, il n'y a pas trop de problème de fermentescibilité des mous. En dessous, on peut en avoir. Donc c'est plutôt un indicateur de cette fermentescibilité des mous. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que vous l'avez vu quand je vous ai montré le rythme d'absorption de la vigne, cet azote correspond surtout à l'azote qui est absorbé au cours de la véraison. Donc il n'est pas obligatoirement représentatif de ce qui a été absorbé pendant la phase de croissance, notamment en cas de contrainte hydrique, la vigne va moins absorber d'eau et donc d'azote. Et donc on peut avoir des teneurs en azote faibles dans les mous en cas notamment d'été sec, alors qu'on a pu avoir un printemps humide au préalable qui a permis une bonne absorption de l'azote. Donc les deux sont pas obligatoirement bien reliés. Il y a également le rendement qui intervient notamment en termes de dilution par rapport à ça. Clic. Enfin, le dernier outil qu'on peut avoir, c'est l'observation, qui est certainement peut-être le plus important, l'estimation de la vigueur, donc soit vous le faites assez classiquement, à la grosseur des bois, la couleur du feuillage, qui donne une idée aussi de la nutrition azotée, la pousse, donc le nombre de rognages, par exemple, qui est réalisé, le rendement, puis la coulure en cas d'excès d'azote. L'excès d'azote peut provoquer de la coulure. Ça reste cependant une évaluation qui est subjective, donc qui dépend vraiment d'un vigneron à l'autre, et qui est également assez tardive dans la saison, mais ça c'est un petit peu vrai pour une grosse majorité des indicateurs qu'on vient de vous présenter. C'est vrai que ça arrive un petit peu tard en saison. Le clic. Donc l'idée c'est plutôt d'essayer de combiner ces différents outils pour approcher au mieux le statut azoté de la vigne. Clic. Sachant que l'azote est certainement l'élément le plus délicat à gérer au niveau de la vigne, parce qu'il va falloir trouver un équilibre entre le développement optimal de la plante, le côté végétatif, et puis également le rendement, et puis le côté qualité du raisin. On sait que si on va trop loin dans le développement végétatif, on va diminuer au niveau de la qualité du raisin. Il faut vraiment trouver cet équilibre. Clic. Donc c'est pour ça que la gestion de l'azote reste quand même relativement empirique à l'heure actuelle. Clic. Donc quels sont alors les moyens maintenant pour amener de l'azote à la vigne? Alors peut-être donc le meilleur moyen c'est l'engrais, mais avant d'attaquer cette partie, je voulais faire un petit focus quand même sur la différence entre engrais et amendement, parce qu'il est vraiment très important. Vous avez représenté sur cette diapositive à gauche, donc on met des produits organiques, différents produits organiques, vous les voyez en bas, marc de raisin, compost de boue, etc. On va se concentrer nous sur le compost de bovin et la farine de plume. Clic. Donc à gauche, vous avez la minéralisation de ces produits dans le sol en incubation, donc au laboratoire en conditions contrôlées. Et on a mesuré en fait l'azote organique qui est minéralisé, donc qui est transformé en une forme qui est assimilable par les plantes. Donc ça c'est à gauche, et à droite vous avez la même chose, sauf que c'est pour le carbone. Donc on a mesuré le pourcentage de carbone qui est minéralisé, donc qui est libéré sous forme de gaz carbonique. Donc plus vous avez de carbone qui est minéralisé, et moins il va en rester dans le sol, et donc moins ça va enrichir le sol en carbone et donc en matière organique. Si on regarde donc ces deux produits, compost de bovin et farine de plume, clic, vous voyez que dans le cas de l'azote, donc à gauche, le compost de bovin minéralise très peu. Vous voyez qu'il y a peut-être même pas 5% de l'azote organique qui est minéralisé sur le long terme, alors que dans le cas de la farine de plume, on a un peu plus de 30% qui est minéralisé. On a exactement la même chose sur la droite pour le carbone, c'est-à-dire que le compost de bovin, il minéralise très peu de carbone. On voit qu'il en minéralise peut-être une quinzaine de pourcents, donc ça veut dire à l'inverse qu'il y en a 85% du carbone qui va rester dans le sol. Et par contre, la farine de plume, il y a 95% du carbone qui est minéralisé, c'est-à-dire que ça va laisser très peu de carbone dans le sol. Et là, on a vraiment un exemple de deux produits différents, l'un qui est engrais, l'autre qui est amendement. Clic. Donc l'engrais, c'est la farine de plume qui va permettre la nutrition de la plante, c'est un peu la définition de l'engrais. Par contre, qui va avoir très peu de rôle sur les propriétés du sol. À l'inverse, le compost de bovin, lui, c'est un amendement, c'est-à-dire que la fourniture d'azote est vraiment très faible, il n'est pas fait pour ça. Lui, il est plus fait pour amener du carbone dans le sol, comme on peut le voir sur la graphique de droite. Donc là, vraiment, si on veut jouer sur l'azote, notamment annuellement, il va falloir utiliser un engrais. C'est lui qui va nous libérer de l'azote pour la vigne. Alors,
L'amendement, lui, sur le long terme, bien évidemment, il enrichit le sol en matière organique. Donc, à long terme, il enrichira aussi la libération d'azote. Et sur le court terme, c'est vraiment les engrais qu'il faut utiliser. Clic. Donc, au niveau de ces engrais, grosso modo, 2 types d'engrais pour l'apport au sol. Les engrais minéraux qui ne sont pas utilisables en agriculture biologique, parce que en fait, pour les fabriquer, on utilise beaucoup d'énergie, notamment de gaz. Donc, c'est pas très bon au niveau environnemental. Au niveau engrais minéraux, donc on a principalement l'azote nitrique. Donc l'azote nitrique, c'est celui qui est le plus facilement assimilable par les plantes, notamment par la vigne. Par contre, il a le problème, c'est qu'il est lessivable, et c'est NO3- par rapport à ce que vous a montré tout à l'heure Laure. Donc il est chargé négativement. Le complexe argilo-humique, argile et matière organique sont chargés négativement, donc ne retiennent pas le nitrate qui file donc dans la nappe d'eau. Donc il est lessivable, c'est son petit problème. L'azote ammoniacal, donc c'est la deuxième forme, lui qui est peu lessivable, c'est un H4+, il est chargé positivement, donc il est retenu par le complexe argilo-humique. Par contre, il est très rapidement, si le sol fonctionnera bien, il est rapidement transformé en nitrate. Et puis, il y a un risque de volatilisation, c'est-à-dire une perte d'azote au moment de l'apport, une perte d'azote qui part dans l'air. Le positionnement de ces engrais, c'est de les positionner avant la floraison. Donc, si on est sur des sols drainants, on va dire 2-3 semaines avant floraison. Si on est sur des sols plutôt lourds, 4 à 5 semaines, éviter de faire un apport au début, c'est-à-dire au débourrement, parce qu'il y a sûrement une partie de l'azote qui va partir avant que la vigne ne puisse l'absorber, par rapport à la courbe que je vous ai montré tout à l'heure d'absorption de l'azote. Enfin, il faut savoir qu'il y a également des azotes retards qui existent, soit par enrobage, soit par retardateur de nitrification, qui vont permettre une libération progressive de ces azotes. Donc, ils peuvent être intéressants à la fois pour un apport pour croissance végétative et puis après pour le côté azote assimilable des mous. Par contre, il faut savoir que c'est des engrais qui sont relativement chers. Clic. Le deuxième type d'engrais au sol, donc c'est les engrais organiques, qui sont tous les éléments sont d'origine organique, avec une teneur en azote minimale qui est de 3%. Comme c'est sous forme organique, ça n'est pas lessivable. Par contre, la libération est beaucoup plus lente, c'est-à-dire que, comme l'a expliqué tout à l'heure Laure, il faut que l'azote soit minéralisé pour être utilisé ensuite par les plantes. Donc c'est pour ça qu'en général, on conseille de le positionner plutôt en fin d'hiver. Et puis on peut avoir le mix entre les deux, les organominéraux, qui ont, je dirais, les avantages et les inconvénients des deux formes. Clic. Deuxième par contre type d'engrais, donc c'est les couverts végétaux, avec d'une part donc les couverts végétaux permanents. Alors eux qui sont plutôt on va dire négatifs entre guillemets par rapport à l'azote, puisqu'ils vont concurrencer la vigne par rapport à cet élément, également par rapport à l'eau. Donc c'est vraiment à prendre en compte dans la quantité d'apport d'engrais, si on a un enherbement permanent. Il faut considérer que la surface qui est enherbée prend une grosse partie quand même de l'azote qui est fourni par le sol, ce que vous avez expliqué Laure tout à l'heure. Donc c'est pour ça également qu'il faut localiser, quand on fait un apport d'engrais, quand on est enherbé, bien apporter l'azote localisé sous le rang, c'est-à-dire que là où il n'y a pas de couverts végétaux, pour que l'azote profite vraiment à la vigne. Puis il y a un deuxième type de couverts végétaux, c'est les couverts végétaux temporaires type engrais vert, qui eux par contre ne concurrencent pas la vigne puisqu'ils vont être semés, on va dire en été ou début d'automne, et détruits avant que ça concurrence la vigne, notamment le pic de la floraison. Donc eux, ils ne vont pas concurrencer la vigne. Et par contre, ils peuvent permettre, notamment s'il y a des légumineuses dans les mélanges, comme l'a expliqué tout à l'heure Laure, de faire entrer de l'azote de l'air dans le sol une fois que la légumineuse sera détruite. Ce qui est important là-dedans, c'est surtout la biomasse qui est fournie. Donc je vous ai mis à titre indicatif à peu près l'apport que ça peut donner un engrais vert, à peu près 10 kg d'azote par tonne de matière sèche. Donc vous voyez que si on veut apporter par exemple 30 unités, il faut avoir au moins 3 tonnes de matière sèche, ce qui n'est pas toujours évident, notamment sur les sols de vigne. Par contre, les engrais verts ont d'autres bénéfices que je vous ai cités là-dessus, sur la diapo, structure, porosité, biologie du sol, limitation des adventices, de l'érosion, également du ruissellement. Donc faut voir aussi les engrais verts, pas uniquement comme une source d'azote, mais aussi avec tous les bénéfices qu'ils peuvent apporter, et puis également les voir sur le long terme. Clic. Dernier type d'engrais, donc c'est les engrais foliaires, alors qui peuvent être utiles dans deux cas. D'une part, en cas de printemps sec, donc comme l'a expliqué tout à l'heure Laure,
hein. Dès qu'on est sur un printemps sec, ben, le sol minéralise peu, libère peu d'azote, et en plus l'absorption est difficile puisqu'il y a peu d'azote pour la vigne. Donc dans ces cas-là, on peut avoir intérêt à faire des apports d'engrais foliaires, hein, à cette période, donc au niveau du printemps. Donc je vous ai mis là les différentes formes qu'on peut utiliser. Deuxième cas, clic. Donc c'est dans le cas où on veut améliorer la teneur en azote assimilable des mous et où les arômes thiolés, notamment sur certains types de cépages, un type Sauvignon ou Colombard par exemple, qui donnent des arômes assez exacerbés et qu'on peut rechercher au niveau de l'objectif produit. Donc dans ces cas-là, on peut faire un apport d'urée ou d'azote organique de 10 à 20 kg d'azote par hectare au moment de la véraison, donc en général en 2 apports, hein, notamment si on fait un apport de 20 kg, de façon à éviter la phytotoxicité, hein. Donc un premier traitement au tout début de la véraison, puis un deuxième traitement, on va dire 7-10 jours après, en mouillant bien le feuillage pour que ça absorbe bien au niveau du feuillage l'azote. Clic. Vous avez ici, là, sur le petit graphique, donc les résultats qui ont été obtenus par Thierry Dufour, un de nos collègues dans le sud-ouest. Vous avez en ordonnée donc la quantité d'apport d'azote foliaire qui a été fait, hein, donc N10, 10 kg, 15 kg ou 20 kg. Et, en abscisse, et en ordonnée, vous avez le rapport entre l'azote assimilable de l'apport foliaire et l'azote assimilable du témoin qui n'a pas reçu d'apport foliaire. Donc si on est à 1, c'est qu'on est pareil que le témoin. Si on est à 2, on a 2 fois plus d'azote assimilable que le témoin. Donc vous voyez que ça suit relativement bien, hein. C'est assez bien corrélé. Plus on en apporte, plus on en a, et c'est voilà une technique qui fonctionne quand même relativement bien à ce niveau. Clic. En conclusion, donc juste pour être clair, alors, tu peux peut-être cliquer, on peut développer tout, Emma, ouais, ça sera plus simple. Donc l'importance de l'azote sur la vigne, hein, à la fois sur le rendement, sur la vigueur, etc. C'est comme je vous l'ai dit, l'élément certainement le plus délicat à gérer, hein, parce que d'une part il y a peu d'outils de diagnostic disponibles, et puis qu'il faut chercher cet équilibre-là. Par contre, important de prendre en compte le fonctionnement du sol et de sa fourniture. Il faut bien avoir en tête que le sol fournit de l'azote aussi à la vigne de façon naturelle. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Et par rapport aux outils, donc comme je disais, peu d'outils diagnostiques disponibles. Il faut savoir qu'actuellement, on travaille dans le cadre d'un projet qui s'appelle Pérenne, qui est financé par le plan dépérissement, sur un outil de gestion de la fertilisation azotée en viticulture, qui est basé sur le principe du bilan, hein. Donc on fait, c'est le petit schéma que vous voyez en bas à droite. On fait le bilan entre ce qui rentre, hein, donc par exemple ce qui est minéralisé par la matière organique, ce qui est libéré par les engrais verts, etc. Et puis ce qui sort, hein, donc les besoins de la vigne, éventuellement le lessivage de l'azote, pour obtenir donc au final un outil, hein. Donc voilà, le projet est en cours. On vous donnera des nouvelles dès que l'outil sera opérationnel. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. On va peut-être passer du coup aux questions. Alors, je regarde les questions. Engrais organo-minéraux utilisables en bio? Alors non. En fait, il n'y a que l'organique, hein, qui est autorisé en fait en bio. La forme organique au niveau de l'azote, elle est impérative en agriculture biologique. Avez-vous étudié les outils d'analyse de sève par pressage du pétiole de la feuille de vigne proposés par Labogalis pour suivre l'absorption des éléments? Alors, on l'a pas utilisé directement. Alors, faut savoir que c'est vrai que c'est pas, enfin, c'est pas toujours évident en fait cette analyse de sève en fait est faite à différents stades du développement de la vigne, hein, notamment floraison et puis début véraison. C'est vrai que nous on se base plutôt sur le prélèvement de pétiole ou de limbe, notamment début véraison, parce que le début véraison est vraiment un stade relativement stable au niveau de la vigne, où il n'y a pas de grand chose qui se passe, hein. En général, bon, c'est pas toujours le cas, mais en général, elle a arrêté de pousser. On a un petit peu un plateau au niveau de la croissance des baies. Donc c'est assez plus facile, je dirais, de prélever, alors que par exemple à la floraison, on a une période qui est vraiment très active pour la vigne. Donc on peut avoir beaucoup de changements en très peu de temps.
Donc c'est vrai qu'à ce moment, même pour le prélèvement de pétiole ou de lime, hein, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment prélever, si on veut prélever un stade, vraiment au stade précis de la floraison, voilà, on sait que la floraison, ça peut aller très vite, comme ça peut aller très lentement. Donc c'est très difficile d'être précis, sachant que ça peut, voilà, les, les résultats d'analyse peuvent vraiment varier beaucoup à cette époque-là. Donc c'est pour ça qu'on est un petit peu frileux par rapport à ces analyses-là. Alors voilà, on les a pas réellement testées, mais bon, voilà, on n'est pas forcément partant pour ces outils-là. Merci Jean-Yves. J'ai une autre question. Avez-vous étudié l'impact des purins de plantes en foliaire ou au sol? Est-ce qu'ils jouent un rôle dans la nutrition azotée? J'ai pas compris les quoi. Excuse-moi. Avez-vous étudié l'impact des purins de Ah, plantes, purin. ouais, des purins de plantes en foliaire ou au sol? Et est-ce qu'ils jouent un rôle dans la nutrition azotée? Si, Alors honnêtement, moi j'ai pas d'études là-dessus. Alors je dirais pas qu'ils ont pas de rôle. Par contre, bon, souvent les quantités apportées sont quand même relativement faibles à ma connaissance. Donc c'est vrai que ça peut peut-être jouer. Par contre, c'est des apports qui sont relativement limités, je pense au final. Mais bon, honnêtement, j'ai pas de résultat là-dessus. ok. Et que pensez-vous du fractionnement des apports d'azote? Alors comme j'ai dit, hein, vous l'avez vu par rapport à la courbe enfin, d'absorption de la vigne, hein, que je vous ai montré au début. Le tout, c'est qu'en fait, il va falloir que l'azote soit disponible au niveau des racines de la vigne à ces époques-là. Donc voilà, grosso modo, floraison et un petit peu après floraison, éventuellement à véraison. Donc l'apport fractionné est un petit peu compliqué, quoi, hein. C'est-à-dire que enfin, à mon avis, l'apport le plus important, c'est pour la croissance végétative. Donc là, voilà, on sait qu'en fonction, voilà, du type de sol, comme je vous l'ai dit, bah, faut le positionner pas trop tôt ni trop tard. Après, si on fractionne, c'est que soit on veut jouer aussi sur sur l'absorption, par exemple à la véraison. Mais là, c'est toujours délicat parce que c'est l'été, donc c'est pas sûr non plus que l'apport soit efficace, hein. Il suffit qu'on ait un été sec et puis votre apport, voilà, il risque de rester un petit peu en surface et donc ça risque d'être peut-être, enfin, de pas être absorbé par la vigne. Donc, par contre, ouais, éventuellement, on peut faire des apports après aussi après récolte. Je sais que c'est bon, ça, il y en a qui ont essayé ça. Bon, les résultats sont pas toujours très probants, hein. Euh, on l'a essayé nous-mêmes, hein. C'est quand même des quantités, je pense, relativement peu importantes qui sont absorbées après la récolte. Donc pas facile, hein, au final, pour donner peut-être une raison, c'est quand même pas facile de fractionner quand même les apports d'azote. Je laisse peut-être Laure qui veut compléter. Voilà, c'est juste pour compléter parce que là, tu as surtout répondu sur les apports au sol. Mais après, je sais pas sur quoi porter la question, mais le Oui, fractionnement, il a un intérêt sur les apports en foliaire. Notamment parce que ça peut être phytotoxique en fait, et donc pour limiter des dégâts sur le feuillage en fait quand on fait des apports en foliaire, et notamment des apports en foliaire spécifiques au moment de la véraison, soit pour parce qu'on veut augmenter la teneur en azote assimilable des moules, soit parce qu'on a une problématique de sécheresse. Là, on préconise plutôt de fractionner en fait ces apports-là, d'amener des plus petites doses en plusieurs fois. Merci pour ces précisions. On a beaucoup de questions. On va peut-être pas toutes pouvoir y répondre, mais donc quelle est la meilleure période pour apporter un amendement organique? Amendement, hein, pas engrais, on est d'accord. Donc Amendement, amendement oui. voilà, qui va servir à jouer plutôt sur les propriétés du sol. Euh, alors je dirais que l'amendement organique, l'époque d'apport a pas un intérêt, enfin a pas une importance énorme puisque l'idée de l'amendement c'est quand même un effet sur le long terme, hein, contrairement à l'engrais. Après, bon, je dirais d'un point de vue pratique, bon, en général on les apporte plutôt fin d'automne ou courant hiver, quoi. Sachant qu'après, ben, voilà, le vigneron est occupé à faire pas mal d'autres choses. Donc voilà, de façon classique, on les apporte à ce moment-là, quoi. Merci.
Alors, je vais Les rajouter. analyses d'azote arrivent finalement trop tard au regard du pic des besoins ou pas? Oui, par rapport aux outils que j'ai donnés, c'est vrai que souvent on a le résultat un petit peu tard. Alors enfin, voilà, ça permet quand même de corriger l'année suivante, hein. C'est vrai que c'est compliqué, à part en apport foliaire, c'est compliqué de toute façon d'agir l'année même si on a un souci au niveau azote, quoi. Parce qu'en fait, on va s'en apercevoir de toute façon. Enfin, voilà, le pic d'absorption, comme je l'ai dit, c'est floraison et un petit peu après. Donc, on va s'en apercevoir après cette période. Et c'est une période où, voilà, la vigne va pas forcément beaucoup absorber, quoi. Donc, on peut éventuellement compléter au niveau foliaire, quoi, mais après, voilà, ça va être compliqué, notamment avec des apports au sol. Merci. On a une autre question. Comment apprécier la CEC avec la notion récente de complexe organo-minéral? Donc, comment apprécier la CEC? Alors, la CEC, donc c'est la capacité d'échange cationique, donc la faculté qu'a le sol à retenir en fait tout ce qui est cation, donc potassium, magnésium, calcium notamment. Donc ça, c'est mesuré en laboratoire, hein, par l'analyse de terre classique, on va dire. Et elle dépend, par contre, cette CEC, essentiellement, en effet, du taux d'argile et puis du taux de matière organique, quoi. Donc plus votre taux d'argile va être important, plus votre taux de matière organique va être important, plus la CEC va être importante également. Sachant que l'argile a quand même un pouvoir d'absorption des cations plus important que la matière organique, quoi, comparativement. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Merci Jean-Yves. On va parler des graphes engrais amendement que vous avez présentés. Donc on remarque que le marc de raisin consomme de l'azote. Est-ce qu'il y a des apports à éviter par rapport à ça ou raisonner la date d'apport de ce type de produit? Oui, alors c'est vrai que j'en ai pas parlé là, parce qu'on n'a pas trop le temps, mais c'est vrai qu'il y a des produits dès que le C sur N est élevé, donc le rapport entre le carbone et l'azote, hein, du produit est élevé. Et du coup, si vous voulez, pour le dégrader, les organismes du sol vont pas avoir assez d'azote, hein, parce que le rapport est déséquilibré, donc ils vont aller récupérer de l'azote qui est dans le sol, hein, ce qui explique pourquoi sur les courbes on peut avoir voilà une, une baisse de l'azote, quoi, hein. On est en dessous de zéro, en fait, négatif, parce que les organismes vont aller rechercher l'azote du sol. Donc ça, c'est vrai pour certains produits. Alors après, c'est aussi très dépendant de la quantité qu'on apporte, hein. C'est pour ça que dès qu'on apporte des quantités importantes de produits avec des C sur N qui sont élevés, on peut avoir donc ce souci qu'on appelle souvent fin d'azote, hein, assez classiquement. C'est-à-dire que ça peut, du coup, cet azote qui est récupéré par les organismes du sol, du coup, peut faire défaut à la plante, notamment la vigne. Donc, ce qu'on peut avoir des fois, notamment au niveau de quand on paille, alors c'est pas toujours le cas, mais quand on fait des gros apports de paille, on peut, alors je dis pas, voilà, c'est pas toujours le cas, mais on peut avoir ces problèmes-là. Donc, en effet, il faut faire attention au moment de l'apport. Donc, soit apporter assez tôt et faire attention au niveau aussi de l'engrais enfin, voilà, au niveau de la fourniture en azote qu'on va apporter. Donc, ça peut être intéressant aussi des fois de complémenter un petit peu, de rajouter un peu plus d'azote pour éviter cette fin d'azote. Mais ça dépend aussi quand même beaucoup de la quantité voilà, la quantité de produits qu'on met, hein. Voilà, si on prend l'exemple, par exemple, les boîtes taille qui ont un C sur N qui est élevé, on doit être autour de 70. Par contre, la quantité, comme je l'ai dit, c'est voilà, en tonnes de matière fraîche, c'est 2 tonnes, donc ça fait une tonne de matière sèche répartie sur un hectare, c'est vraiment très peu. Donc, dans ces cas-là, on n'a pas, par exemple, de problème de fin d'azote parce que la quantité est vraiment faible. C'est vraiment que si on apporte des grosses quantités que ça peut poser problème. Merci Jean-Yves. On va prendre deux questions de plus. On en a beaucoup, donc on ne pourra pas toutes les traiter. Que pensez-vous de l'outil d'analyse proposé en plus d'une analyse de sol classique, azote potentiellement minéralisable? Alors ça c'est ouais, enfin ça peut être intéressant parce que ça vient un petit peu en complément de ce qu'a présenté Laure, hein, puisque ça va vous permettre de voilà d'avoir une idée de l'azote qui va être du coup potentiellement disponible pour la vigne, hein, pour la culture de façon générale. Donc ça revient un petit peu bon, c'est pas tout à fait la même chose parce que là c'est pas un calcul comme vous a présenté Laure tout à l'heure, hein, avec le K2 etc.
C'est plus une analyse, mais voilà, c'est peut-être un peu plus proche de la réalité que le calcul un peu théorique qu'avait présenté Laure. Mais voilà, ça vous donne une idée du coup de ce que le sol potentiellement peut vous donner en azote. Alors, ça n'empêche par contre, si vous voulez, que si les conditions climatiques sont pas bonnes, c'est-à-dire par exemple s'il fait sec et que votre matière organique minéralise peu, ben vous n'arriverez pas à cette dose-là, enfin à cette quantité-là. Mais par contre, c'est peut-être plus précis, notamment par rapport au K2, voilà, qui est une estimation aussi Ouais, de la minéralisation. Alors que là, on a vraiment ce que l'azote peut minéraliser, ce que le sol, pardon, peut minéraliser. oui, ça donne une petite indication sur le fonctionnement de son propre sol, en fait, et notamment de la vie de son sol, en fait. Après, ça reste effectivement un potentiel, comme disait Jean-Yves, dans des conditions climatiques idéales. Merci Jean-Yves et Laure. Et puis une dernière question sur l'apport foliaire. Donc vous notez 10 à 20 kilos N. Cela représente combien en unités? Unité. C'est la même chose, en fait. Oui, c'est C'est la ça. même Enfin, chose. c'est-à-dire que c'est des kilos, les unités, c'est des kilos d'azote par hectare. Donc, c'est par rapport au graphe qui a été présenté. Oui, c'est ça. C'est Ouais, sur j'ai l'apport plus. foliaire. 10 à 20 kilos N par... Oui, ben c'est 10 à 20 unités. Oui, c'est D'accord. la même chose. Merci. Bon, on va en faire une dernière. Il est difficile d'obtenir l'ISMO sur les engrais organiques et organo-minéraux. C'est une question. Alors, l'ISMO, donc c'est l'indice de stabilité de la matière organique, enfin, il est surtout intéressant. Enfin, donc ça vous donne en fait la quantité de matière organique de votre produit qui va donner de la matière organique stable dans le sol. Donc il est surtout intéressant en fait pour les amendements organiques, pour les engrais organiques, voilà, c'est pas trop l'intérêt parce qu'en fait les engrais organiques ils sont pas là pour ça en fait. Comme je l'ai expliqué, en général ils vont vous laisser très peu de carbone ou de matière organique au niveau du sol. C'est pas leur objectif. Eux, ils sont là plus pour la nutrition de la plante. Donc cet ISMO il est essentiellement utilisé, enfin il est voilà, disponible essentiellement pour les amendements organiques. Ils sont voilà, d'ailleurs, je crois qu'il est obligatoire au niveau de la norme uniquement amendement organique, là, NFU 44051, quoi. Merci Jean-Yves. Bon, une toute dernière question parce qu'on a vraiment dépassé déjà. La teneur en N dans une analyse de sol est-elle toujours fiable? Fiable. Ah, Oui. bah, a priori, je dirais oui. En fait, par contre, ce à quoi il faut faire attention, c'est que la teneur, enfin, il y a plusieurs teneurs en N, en fait. Là, il y a la teneur en azote totale. Souvent, en fait, quand on fait une analyse de sol un peu classique, en fait, le menu classique, en fait, et qu'on demande le C sur N, on va avoir la teneur en azote totale, en fait. Et donc là, c'est tout l'azote du sol et ça donne une indication, en fait, sur le C sur N du sol. Ça permet de calculer les C sur N et donc de voir en termes de fonctionnement du sol si on est plus ou moins dans les clous ou pas. Et après, ça permet, comme j'expliquais, de faire un peu une estimation un peu grossière. Du coup, si on connaît le coefficient de minéralisation, de la part de cet azote du sol total qui pourra être libéré dans une année sous forme minérale. Mais en fait, la teneur en azote totale du sol, elle varie peu globalement d'une année sur l'autre. Et c'est vraiment comment dire, le global entre l'azote. C'est essentiellement de l'azote organique en fait, entre l'azote organique et minéral. Et par contre, après, on peut aussi demander spécifiquement au laboratoire de mesurer la teneur en azote minéral du sol, qu'on appelle aussi le reliquat azoté, qui est beaucoup utilisé en grande culture pour le calcul en fait justement des bilans d'azote et le pilotage de la fertilisation. Et donc là, on va avoir vraiment le dosage de l'azote nitrique et ammoniacal, donc sous forme minérale et absorbable par la vigne. Et par contre, en fait, cette valeur-là, elle se mesure sur sol frais et elle varie énormément dans l'année sous l'influence des conditions climatiques et notamment de la teneur en eau et de la température du sol. C'est la courbe que je vous montrais en fait d'évolution de la teneur en azote minérale du sol.
Et là, bah, je dirais pas qu'elle est, elle est exacte, mais elle est exacte à un instant T, quoi. Enfin voilà, elle est valable au moment où on a fait la mesure. On refait la mesure une semaine plus tard et on aura une autre valeur de l'azote minéral. Merci Peut-être en beaucoup. complément, tout Ouais. ça, ça dépend aussi beaucoup de. Donc au niveau du laboratoire, bon, ben, ils sont assez bien, enfin ils sont bien calés, ils se comparent entre eux, etc. Sur ces analyses qui sont assez classiques. Après là où il faut faire attention, c'est le prélèvement en fait, hein, qu'il soit bien représentatif de votre parcelle, et c'est là qu'on peut avoir des fois des voilà des si c'est un peu si la parcelle est, enfin bon, les parcelles sont toujours hétérogènes, mais voilà, si on a vraiment une parcelle qui est très hétérogène. Bon, voilà, cette valeur, enfin, enfin, c'est vrai pour tous les paramètres, hein, qui peuvent être aussi du coup un peu faussés et plus trop fiables si on fait pas attention au niveau du prélèvement de terre, quoi. Bah, merci beaucoup, Jean-Yves et Laure. Il y a d'autres questions, mais je pense que le plus simple, ce sera qu'on les regarde toutes et puis on réponde par mail après le webinaire. Vous retrouverez donc le webinaire maximum demain sur notre site internet, donc dans l'onglet webinaire. Et merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.